Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h43 sur Europe 1, il est temps de prendre des notes puisque voici toutes les des bonnes notes. idées. Ah, ça, c'est bien de vendre des notes, hein, et puis on ramasse les copies à la fin. Voici les bonnes idées de l'équipe de découverte d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Maxime, Vous n'avez rien à dire aujourd'hui. je suis tout oui. Bon, bah allons-y alors. Les découvertes d'Europe Midi avec autour de la table aujourd'hui Eva Rock, Thierry Geffrotin, Olivier Drinxin, Nicolas Caro. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Quels sont vos coups de cœur du jour, Eva Rock? Un œil sur la planète, c'est sur France 2 à 22h40. Avec une nouvelle présentatrice. Exactement. On verra ça. Oui. Thierry Geffrotin. Je confirme ce que dit Anissa, des notes de musique. Voilà. Un double CD très original, les mêmes œuvres de Chopin, Mozart, Beethoven, Schumann jouées sur des instruments différents, des instruments anciens et un piano moderne. Très étonnant. On va écouter ça. Olivier Drinxin. La vente des collections de Pierre Hébet, c'est admirable à voir chez Arcurial au rond-point des Champs-Élysées. Nicolas Caro. Je vais vous parler de l'un des plus grands écrivains des 30 dernières années et la preuve c'est que ses œuvres complètes sont publiées chez Robert Laffont dans la belle collection bouquins. Bret Easton C'est Ellis. presque la Pléiade. Dans un instant, voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Thierry Geffrotin commence avec vous. Oui, c'est très gentil. Hein. Écoutez, Je vais vous parler de la querelle des anciens et des modernes. Ça vous Ouais. intéresse un c'est peu, un vieux j'espère. débat. Oui, alors en l'occurrence, les anciens étant les modernes et les modernes étant les anciens. Vous m'avez Moi, j'aime suivi? bien. Ouais, moi j'aime bien ça. Voilà de quoi il s'agit. Depuis un peu plus de 50 ans, 60 ans, en musique classique, 100 ans, Oui. il y a une espèce de conflit entre ceux qui jouent sur des instruments d'aujourd'hui, les instruments modernes, et puis ceux qui s'intéressent aux instruments anciens ou aux copies d'anciens. Et alors là, je peux vous dire, ça a secoué, hein, ça boxe, hein, parce que d'un côté, ça a commencé avec la musique baroque. Vous avez les baroqueux, comme on les appelait, et puis de l'autre côté, les tenants de la tradition jouent sur des instruments modernes, etc. Et aujourd'hui, il y a une grande réconciliation, notamment à travers ce disque de Cyril Guillotin. C'est chez Évidence, distribué par Harmonia Mundi. Il a enregistré les mêmes œuvres avec Oui. des pianos différents. Par exemple, Mozart, alors vous connaissez tous, à vous dirai-je maman. Écoutez ce que ça donne avec un piano moderne. Et le même Mozart avec un piano ancien, un piano forte. J'espère que vous entendez la différence. Ah bah oui. Regardez, vous avez l'air consterné. Ah, je suis en train de me Il y a quelque demander chose de cristallin. oui, qu'est-ce qu'on préfère en fait? Moi, je préfère l'ancien. Ah, Alors, je suis pas sûr. il y a Ah, je suis pas sûr non plus. c'est assez, il faut le dire, assez subjectif parce que ça dépend aussi de la fréquence des oreilles, etc., de votre culture. Les deux sont très séduisants, il faut bien le dire. En l'occurrence, le deuxième piano est un piano italien du début du 19e siècle. Mozart est déjà mort, donc, mais on est tout près de la musique de Mozart. Alors que le premier, c'est un instrument de 1972 qui est quand même dans la tradition, j'allais dire, un peu historique. Allez, on se refait un petit moderne. Allons-y. Et le même ancien. C'est plus cristallin le piano forte. Alors pour la petite différence, histoire. c'est moins important. Ah oui, Oui, ouais, c'est je moins suis important. d'accord. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est quand on est dans les aigus du piano forte, donc dans le piano historique, c'est moins séduisant pour Il y a un petit l'oreille. côté Quand saloon. on est, Il y a un petit côté Voilà. saloon. Ouais, on va le dire comme ça si vous voulez. Pour la petite histoire, je ne vais pas entrer dans la technique et dans la mécanique. Entre 1780 et 1880, le piano a fait énormément de progrès, en tout cas des perfectionnements. Les facteurs étaient très attachés. Le piano ancien, il pèse à peine de 200 kilos, alors que le moderne, il pèse 500 kilos, vous voyez, par exemple. Et puis les cordes du piano forte sont beaucoup plus courtes que les cordes des Exactement, pianos. voilà, mais vous entrez, des oh là là, on vous s'est entrez jamais dans pendu avec dans une la corde de piano mécanique. forte. Donc voilà, alors pour finir, là c'était donc du Mozart, je vous ai dit, il y a du Beethoven, du Schumann, du Chopin. Je vous propose un petit peu de Beethoven, et là c'est le quiz, vous allez me dire, Ancien ou moderne? ancien ou moderne? Moi je dirais moderne. Moderne. Ah, mais il faut entendre le Mais avec deuxième. une Non, mais ancienne, attendez, il c'est faut vrai. entendre Oui, Mais le non, mais là il n'y a deuxième. pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième. Ça, c'est l'ancien, c'est l'ancien. Bon, je suis un petit canaillou parce qu'en fait, j'ai tout mélangé. Là, vous avez du moderne, de l'ancien, du moderne, de l'ancien, du moderne, de l'ancien. C'est-à-dire en 32 secondes, vous avez 7 passages. Et en effet, je reviens à ce que vous disiez, à savoir que quand on est dans le médium de l'instrument, c'est plus tout à fait ça. Mais en revanche, quand vous allez dans les aigus, vous avez entendu le Mozart. Donc je trouve ce disque passionnant, même si vous n'êtes pas un grand mélomane, même pas un grand musicologue, c'est passionnant de voir comment on traite une œuvre avec des instruments différents. En l'occurrence, donc il y a un piano moderne et 3 instruments ancien. Et l'album s'appelle Clair Obscur du pianiste Cyril Guillotin. C'était votre coup de cœur du jour. Ah Merci Thierry Geffrotin. On passe de la musique classique
à la télé. C'est ça qui fait le charme des découvertes d'Europe Midi. Avec vous, Eva Rock, et donc avec ce soir, votre choix, c'est Un œil sur la planète, émission géniale, France 2, 22h40. Oui, alors déjà 22h40, c'est plus tôt que d'habitude et c'est maintenant le jeudi et plus le lundi. Et elle est présentée par Sama Soula, qui est grand reporter à France 2 et qui a pris le relais d'Étienne Lénart. Alors le sujet du soir, c'est la Syrie, avec pour débuter un documentaire choc qui avait déjà été en partie diffusé sur un site qui s'appelle Spicy. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est un site de reportage. Et on suit en fait un des nombreux groupes de rebelles djihadistes. Alors on est vraiment au plus près des combats et notamment au cœur de leur logistique, je vais y arriver, pardon. C'est assez effrayant. Tout autant d'ailleurs que le deuxième sujet, alors qui là revient sur l'histoire du conflit depuis 5 ans et la position de la France, avec des images très dures, je dois vous le préciser quand même. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est 2 autres sujets, dont le premier sur les enjeux économiques du conflit. Et là, c'est très intéressant puisque vous allez comprendre avec des explications très claires la corrélation entre les alliances avec les différents pays et les enjeux énergétiques, comme le raconte David Amselem, il est enseignant-chercheur à l'Institut français de géopolitique. Vous avez d'un côté l'Iran, qui a réussi à obtenir son gazoduc, en tout cas par un accord avec la Syrie, qui soutient ardemment le gouvernement syrien. Et de l'autre côté, vous avez le Qatar, qui lui, justement, n'a pas réussi à convaincre le gouvernement syrien de construire son gazoduc, qui va, dès les premiers mois de la guerre civile, soutenir de manière conséquente la rébellion, en finançant par divers moyens les rebelles pour combattre le gouvernement. Et ajouter à ça la question de la Russie, qui est alliée du pouvoir de Bachar el-Assad, qui lorgne du côté des fonds de la Méditerranée orientale où se trouvent des gisements de gaz qui ne sont toujours pas exploités. Donc tout ça, on envisage évidemment la guerre sous un autre angle et qui était très peu en fait dit dans les médias. Enfin, c'est vrai que la télé revenait très peu là-dessus sur cet enjeu énergétique. Les questions religieuses sont souvent mises en avant. Exactement. Peut-être peu les questions économiques. Exactement. Oui, bien sûr. Et alors, autre reportage, c'est une plongée au cœur du quotidien des Syriens. Alors, c'est à Damas et à Alep, des habitants qui gardent quand même le sourire et l'espoir. Écoutez ces lycéens de Damas. On peut dire qu'on vit dans une espèce de coexistence avec la guerre. On s'y est tout simplement habitué, on n'y fait plus vraiment attention. Venir à l'école, c'est une forme de résistance. Il y a des gens qui font la guerre avec leurs armes. Nous, on l'a fait avec notre stylo. Voilà, c'est des sujets qui sont forts, qui sont didactiques, avec plein de cartographie qui vous expliquent tout ça. C'est nécessaire vraiment pour comprendre ce conflit de 5 ans. Un œil sur la planète ce soir, France 2, 22h40. Et votre bonus ? Ah, le temps de la radio. C'est LCP, Assemblée nationale, qui propose ce documentaire. Vous connaissez sans doute cet indicatif. Thierry. Un tout petit peu On ici. aime le Par jazz cœur, quand même. oui. Et de Salut les copains ensuite, qui avait été récupéré. Je salue Voilà. Michel Paco. Voilà. Et bien, Qui aime le ce jazz. soir, en Et qui 52 nous écoute. minutes. Voilà. Ouais. Et bien, en 52 minutes, vous allez revivre les grands moments de la radio. Alors, toutes les radios confondues, pas simplement Europe 1. Et surtout comprendre comment ces émissions, elles ont accompagné et poussé les changements dans la société française. C'est absolument délicieux. Et c'est ce soir, donc 20h30, le temps de la radio sur Public, LCP Public Sénat. Voilà pour le choix télé d'Eva Rock. Dans un instant, la suite des découvertes avec une vente aux enchères et l'intégrale de Bret Easton Ellis. A tout de suite sur Europe 1. Et à 13h54, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec de la littérature et une vente aux enchères au programme. Alors Olivier Drinxin, je pensais qu'on allait parler de vente aux enchères de petites voitures. Une autre fois. Voilà. Merci Olivier Drinxin. De quoi parle-t-on alors ? Alors on va chez Arcurial, au rond-point Oui. des Champs-Élysées, pour découvrir les collections de Pierre Hébet. Il y aura 4 ventes de lundi soir à mardi soir. Vente intitulée Le regard de Pierre Hébet, passion modérée. Alors passion modérée, ça peut paraître paradoxal parce que Pierre Hébet était le contraire d'un collectionneur modéré. Et de son propre aveu, il était chineur à tendance accumulatrice, mais il disait ce sont des passions modérées car elles ne font courir aucun risque à ceux qui les cultivent. Alors c'est aussi le titre d'un livre de Pierre Hébet, Les passions modérées. Hébet dans le civil, il était avocat, il a réussi comme aucun autre dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il était l'avocat de tout cinéma, de Neuf, Belmondo, Delon, Adjani, Mireille d'Arc, et puis d'artistes comme Max Ernst, Tinguely, Niki de Saint-Phal et Karl Lagerfeld, mais là c'était peut-être pour la fiscalité. Avocat prospère, vous l'avez dit, et donc chineur invétéré. Voilà, chineur à tendance accumulatrice. Il allait aux puces et rentrait rarement en bredouille. Je crois que ça l'énervait quand il n'avait rien trouvé. Donc il prenait un petit lalique avant de partir dans les années 60. tant qu'à faire. Il se faisait livrer, paraît-il, dans son grand appartement des immeubles Walter sur les Maréchaux, le jour où sa femme Geneviève n'était pas là. En fait, elle fermait les yeux. Elle savait très bien qu'il avait acheté des tas de cochonneries aux puces pendant le enfin des cochonneries. C'était du bien. Elle ne demandait jamais ce que ça coûtait. Et en fait, elle faisait vivre, elle installait tout ça en bonne intelligence dans un appartement
colossal et fabuleux, sans parler de la terrasse, avec des meubles, des tableaux, des bronzes, des livres, des verreries. Tout ça est détaillé remarquablement dans le catalogue qui a été réalisé avec l'aide de 2 très proches de Pierre Hébet, Jean-Marcel et Marceline Camard, et puis le patron, le vice-président d'Arcurial, Fabien Naudan. Alors, quelques objets d'exception dans ces collections de Pierre Hébet ? Alors, je vous ai choisi dans l'art déco. Alors, il disait qu'il était devenu fou d'art déco parce qu'il avait au-dessus de son lit une lanterne de Disney quand il était petit. Il vivait à Alger. Et il a acheté, alors c'est un des meubles les plus fabuleux qui soit, un meuble de Prince façon enfilade bibliothèque avec un décor de Jean Dunand. C'est quand même estimé un petit million d'euros. Et il avait déjà vendu en 99 une 54 Ullmann qui était le sommet du genre. Si vous aimez les bronzes, alors vous avez l'embarras du choix: Carpeau, Barry, Fratin, Clé-Singer, Frémier, Dalou. Et puis pour ceux qui aiment l'Arc de Triomphe, il y a la tête de la Marseillaise et du Gaulois de Rude qu'on voit sur l'Arc de Triomphe. Pour les tableaux, j'ai préféré une écuyère de Chagall, 800 000 euros quand même, et des pierres sculptées, c'est très rare de Chagall, qui s'appelle Jacob et Moïse. Et puis pour les livres, Céline, Apollinaire, Éluard, des livres illustrés, Harpe Miro, Man Ray, Hans Belmer, etc. Justement, il était aussi écrivain, Pierre Hébet. Alors, c'est Pierre pour la Hébet, transition, pour ce qui suit. Pierre Hébet, grand collectionneur de livres et de désirs, disait-il. Et à la demande de Gallimard, il a écrit un livre formidable qui s'appelle L'Esprit NRF. On racontait la façon dont les publications de la NRF étaient venues à la surface. Il a aussi écrit un livre intime, Le Confident débordé. Et puis alors, Le Chic du Chic dans la vente. Le numéro 225 dans la vente de mardi 11h, ça s'appelle Festin, ce sont des poèmes de Pierre Hébet, 12 poèmes de Pierre Hébet illustrés par des lithos de Max Ernst. Il disait: toute collection présente un inestimable avantage, elle rend éternelle notre insatisfaction, car aucune collection n'est parfaite. La vente est chez Arcurial. Merci Olivier de Ringsin. D'un écrivain à l'autre, avec vous Nicolas Caro, et avec donc l'intégrale de Bret Easton Ellis. Et les œuvres complètes chez Robert Laffont dans la collection bouquins, donc vous savez, c'est ces gros livres là, et ils sont divisés en 2 tomes parce qu'il y a vraiment tout, comme son nom l'indique. Il y a ces 6 romans de Moins que zéro à Suite impériale, et il y a son recueil de nouvelles Zombies. Il y a d'abord une belle préface de Cécile Gilbert, l'écrivain, qui analyse très bien comment il a influencé son époque, comment il est son époque en fait, et comment son époque l'a influencé aussi. Alors quand je dis son époque, c'est plutôt les années 80, 90. C'est marrant parce que Cécile Gilbert, d'abord, elle ne l'aimait pas. Dans les années 90, justement, elle l'a rencontré en 2000. Elle l'a trouvé d'une bêtise et d'une vacuité. Il n'y avait rien à dire, etc. Et en fait, elle a compris ensuite que c'était ça, Bret Easton Ellis. En fait, il dénonce pas, il ne glorifie pas, il théorise pas, il décrit, il est dans la tête des gens. C'est un symptôme de son temps. Il sait, comme personne, montrer comment les marques, par exemple, le marketing, le fric, l'apparence, ont pris une place gigantesque, centrale dans nos vies. C'est un écrivain qui décrit le vide et les névroses modernes. Ça a donné Moins que zéro, publié à 20 ans seulement, des millions de lecteurs, et pourtant il ne se passe rien du tout. C'est vrai, mais il est génial ce livre. Il est génial, il est fabuleux. Ce sont juste des gosses de riches qui se droguent et qui vadrouillent dans Los Angeles dans les voitures de leur papa, les grosses voitures parce qu'ils sont très riches, et pour qui n'a rien d'importance, ni l'amour, ni le sexe, ni la mort, rien. Et la narration est très éclatée. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un ouvrage majeur. Il n'avait que 20 ans. Ensuite, c'est Les lois de l'attraction, qui pareil a tout bouleversé. Encore des jeunes désœuvrés et riches, mais cette fois à l'université. Et qui est génial aussi. Et oui, et alors ce qui est très dérangeant, c'est qu'il y a au moins 6 ou 7 narrateurs avec des petits paragraphes comme ça, et chacun raconte un peu sa vision de l'histoire. Donc les épisodes s'enchaînent comme ça. Son éditeur voulait tout changer, tout remodifier pour que ça rentre dans un cadre plus normal, mais lui a refusé. Il y a même des pages blanches parce que parfois des narrateurs n'ont rien à dire. Donc il y a juste le nom du narrateur et puis rien. Voilà, c'est ça les lois de l'attraction et Bret Easton Ellis. Et puis il y a bien sûr American Psycho qui est dans ses œuvres complètes, sans doute le plus connu de tous ses romans. Ouais. C'est l'histoire de Patrick Bateman, bien sûr, le Golden Boy de Wall Street, qui est complètement taré, qui devient serial killer la nuit. Mais alors serial killer bien fou, homophobe, raciste, méprisant, extrêmement violent, mais diablement intelligent, et aussi qui a suscité un vrai scandale à l'époque. Il recevait des menaces de mort, Bret Easton Ellis, parce que il tuait des femmes, etc. Donc il y a eu des mouvements féministes, des mouvements contre le racisme qui ont menacé de mort Bret Easton Ellis. Ça a failli très mal tourner. C'est vraiment l'écrivain de son temps, il faut le dire. C'est, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou n'aime pas, le Flaubert de notre temps. Et d'ailleurs, Madame Bovary, c'est son livre préféré. Et c'était le coup de cœur de Nicolas Caro, l'intégrale de Bret Easton Ellis. Et ce soir sur France 5, on peut voir son appartement de Los Angeles chez François Bunel dans la grande librairie. Merci Nicolas, merci à toute la bande des découvertes, merci Jean-Michel Apathy.